Chers amis de Radio Fringale, bienvenue dans le Fringale Hebdo, votre débrief hebdomadaire de la semaine. Et quelle semaine! Il y a eu énormément de courses, on a beaucoup de choses à dire et à regarder ensemble avec une semaine de classiques, enfin le premier week-end de classiques d'ouverture qui va arriver, mais ça on en reparlera plus tard. Mais quelle semaine de débrief! Et pour débriefer justement toutes ces courses et tous les résultats de la semaine, les faits saillants, et pour débattre de quelques sujets d'actualité que j'ai prévus pour vous, j'ai avec moi mes deux amis, mes deux chroniqueurs, Mathieu et Titien. Titien, comment ça va? Belle semaine de course. Salut, tout à fait, voilà, belle semaine de course, beau week-end pour moi là, puisque des grosses sorties vélo hier et aujourd'hui, donc là je suis tranquillement installé sur ma chaise, ça fait du bien parce que voilà, j'en ai plein les bottes. Matt, déjà, on salue la rédaction. Alors, tu peux nous parler de deux choses. Un, des grosses performances sur les réseaux sociaux. Hein, ça monte, on vous remercie de nous suivre. Hein, les publications Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Là, ça fait plaisir, tous les posts. Et puis, Matt, tu vas pouvoir prendre un petit peu de repos parce qu'entre toutes les courses de cette semaine, plus la fin des Jeux Olympiques, là, tu vas pouvoir prendre un peu de repos bien mérité. C'est vrai, on va pouvoir débrancher un petit peu de la télé. Bon, d'abord, salut à toi, salut à Titien, salut à toutes et tous. Évidemment, on remercie aussi nos lecteurs et lectrices plus qu'assidus et avisés qui nous suivent dans nos belles aventures à la rédaction, mais aussi sur toutes les écoutes de nos podcasts. C'est vrai qu'on va un peu décrocher parce que là, on en a eu du contenu sportif à consommer cette semaine. On n'a pas débranché. Oui, et puis Titien, d'ailleurs, pour enchaîner avec ça tout de suite, Radio Fringale n'a pas débranché puisque est sorti il y a quelques jours le Discord de la commu de Radio Fringale, la Fringalerie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on essaie de partager avec les membres de la communauté? Oui, tout à fait. Donc, c'est un Discord qui est réservé aux adhérents. D'ailleurs, il y a encore temps d'adhérer à Radio Fringale, hein. Ça se passe dans la description de la vidéo. Notre lien est l'OASO. Pour rappel, vous avez deux packs, hein, un pack à 5 euros. Vous pouvez continuer à adhérer via ce pack. Et un pack, ça se finit dans quelques jours, hein. Voilà, on va dire, on va laisser ça jusqu'à la fin du mois de février. Donc, une petite semaine pour adhérer au pack avec l'adhésion plus les chaussettes Made in France, Radio Fringale. Donc, n'hésitez pas encore à adhérer. Et une fois que vous êtes adhéré, vous pourrez effectivement participer à nos différents groupes sur Discord. Voilà, des groupes de discussion libres sur plusieurs sujets. On peut parler de l'actualité vélo, de différentes, de comment ça se passe aujourd'hui dans le vélo, de faire des débats, de parler de sujets de tout et autres. Donc ça se passe sur Discord. Et si vous êtes déjà adhérent, normalement vous avez reçu toutes les infos. Et sinon, je vous conseille d'adhérer à Radio Fringale parce que on est une vraie communauté et c'est très chouette. C'est très chouette et on va commencer par ça. D'ailleurs, je vais pouvoir te reparler, Titien, parce que vous commencez à connaître les différentes rubriques. On va débriefer, bien entendu, les courses. On aura évidemment un ou deux, parce que j'ai prévu même deux débats en milieu d'émission. Et puis, on fera un tout petit détour par les classements mondiaux et par le calendrier, parce qu'il y a moins de courses cette semaine, mais il y en a quand même quelques-unes sur le côté, là, comme ça, pour terminer ce mois de février, donc cette quatrième semaine de février. Donc là, on débriefe la troisième avec toutes les courses dont on vous a annoncé. On s'est régalé. Et donc, dans ces rubriques de début, vous savez, il y a toujours le coureur de la semaine, le français de la semaine. Et il y en a eu beaucoup des français cette semaine. Donc, il y aura du choix, qui ont brillé. Et puis, la déception de la semaine. Alors, Titien, je vais te lancer pour commencer. Quel est ton coureur de la semaine, le coureur qui t'a le plus marqué cette semaine? Bon, pas de surprise pour moi, c'est Isaac Del Toro qui remporte un UAE Tour. Que certains dans cette émission, je ne donnerai pas nom, disaient qu'il finirait à 3 minutes. Non, hyper impressionnant Isaac Del Toro. Très peu de doute, moi, de mon côté, sur son niveau, mais même s'il a été bon sans plus, on va dire, sur la première étape de montagne, il était pour moi au niveau auquel je l'attendais, mais battu quand même par un super Antonio Tiberi. Sur l'ascension de samedi de Djebel Hafet, il a été surpuissant, vraiment à la manière des grimpeurs à l'ancienne. J'ai trouvé avec ce double kick là, un premier pour faire très 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 mal, et puis un deuxième kick pour définitivement assommer Antonio Tiberi. Voilà, enfin vraiment Isaac Del Toro était super fort, de victoires d'étape, le classement général.
il a relégué ses adversaires très loin, même si on n'est pas non plus, voilà, il faut garder un petit peu la tête froide, hein. Isaac Del Toro, sur la deuxième ascension, celle de samedi, il met 10 secondes à Luc Plapp qui fait un très gros début de saison, mais on n'est pas non plus encore dans des choses totalement folles, mais en tout cas il a prouvé que bah voilà, sa saison de l'année dernière c'était pas n'importe quoi, c'était le commencement de quelque chose, et que pour l'instant en tout cas, même si moi j'ai une réserve sur les courses de haute montagne et sur les courses longues, dès que c'est des ascensions sèches, dès que c'est des côtes voilà pentues, pas très longues, etc., Isaac Del Toro, c'est un des tout meilleurs du monde. Il est très très résistant, il est très intelligent, on l'a encore vu sur son étape de mercredi. Voilà, il sait parfaitement se gérer, et surtout il a cette accélération monumentale, hein. C'est déjà un des meilleurs punchers, je pense, de toute la planète. Donc ouais, voilà, c'est bien lancé. On va le retrouver sur les stradés plutôt dans un rôle de lieutenant, mais avec de quoi aller chercher un résultat dans 2 semaines. Et puis ensuite Sacré lieutenant, Tirreno, oui, sacré lieutenant. Et puis Tirreno Adriatico, le tour du Pays Basque. Donc on l'avait dit, hein, quand on avait fait l'émission, tu étais avec moi, Nico, sur l'émission UAE. Del Toro, il a un programme parfait, et je pense que ouais, il peut scorer sur. Enfin, Tirreno sera le grand favori, possiblement le tour du Pays Basque aussi. Voilà. En tout cas, c'est pour moi le coureur de la semaine. Il a parfaitement répondu aux attentes et montré que pour l'instant, dès que la pente s'élève et qu'il faut voilà, montrer des qualités de grimpeur, puncher, il est là. Matt, même question. Alors, évidemment, tu nous parleras de Félix Gall dans un deuxième temps, qui n'a pas été ridicule, hein, du tout. Un cinquième du classement général de l'UAE Tour à 1 minute 34 du Mexicain. Donc, tu as le droit à toutes les courses qui se sont déroulées cette semaine. Quel est ton coureur de la semaine? Même si je voulais quand même mentionner la très bonne performance de Jonathan Milan, je vais rejoindre Titien sur Isaac Del Toro de manière indéniable. C'est lui qui gagne la plus grosse épreuve de la semaine, et ouais, le double kick absolument impressionnant. Comme l'a dit Titien, j'ai pas grand chose à rajouter à part un mea culpa où je l'avais un peu descendu la semaine dernière. J'avoue qu'il m'a plus que surpris et plus qu'impressionné. Enfin, il est très très fort dès ce début de saison-là. Son attaque pendant 1 minute 30 où il fait complètement exploser Tiberi et tout le reste derrière, c'est impressionnant. Voilà. Une victoire, une super ascension de Mobra, le général. C'est une très belle manière de commencer la saison. Et puis, on le rappelle, il a que 22 ans aussi. Donc, grosse performance. Eh bien, pour moi, ce sera, puisqu'on a déjà très bien parlé d'Isaac Del Toro, évidemment, c'est l'un des grandes stars de la semaine, et vous en avez très bien parlé. Je vais parler de Jonathan Milan. 5 victoires en ce début de saison, 3 victoires sur le AE Tour. Il en avait déjà gagné 2 sur le Tour de l'Alula Tour il y a quelques semaines. Très en forme, Jonathan Milan. Alors, on savait que c'était le favori pour les sprints, on savait qu'il pouvait en gagner. Là, il fait 3 sur 3 dans les sprints qui lui convenaient le mieux. Donc, il repart avec voilà, moisson complète pour Jonathan Milan, qui se positionne, on le savait déjà, hein, c'est pas une surprise, mais simplement qui affirme le fait que cette saison, il va être dans les candidats très très sérieux au numéro 1 du sprint mondial. Ça fait quelques saisons qu'il est dans la discussion, mais là il fait un début de saison canon de Nathan Milan, et il porte les premiers points de son équipe Lidl Trek. Ça fonctionne très très bien avec lui. Et attention à la saison de Jonathan Milan. On rappelle qu'il sera sur le Giro, où il y aura pas mal d'étapes qui peuvent lui convenir. Et s'il garde cette forme-là, pourquoi pas imaginer un Giro à 3, 4, 5, voire 6 victoires. Donc Jonathan Milan surpuissant, on en reparlera. On en reparlera aussi, hein, parce qu'il ne sera pas tout seul sur le Giro. On a vu, on en parlera, je pense, après, avec quand exactement, on parlera de notre coureur. Alors avant de passer aux Français de la semaine, passons à la déception de la semaine, et cette fois je vais inverser l'ordre. Mathieu, quelle est pour toi ta déception de la semaine? Je pense que ça va être la même pour tout le monde, mais ça va être Remco Evenepoel, où j'en attendais mieux déjà d'une manière physique, et surtout là où il m'a énormément déçu, c'est ses réactions post-course, de toujours en fait, je pensais qu'il avait en plus je louais ça la semaine dernière. Je trouvais qu'il avait grandi dans sa tête. Là, on a retrouvé le Remco qui cherche toutes les excuses du monde, avec tout son staff qui cherche toutes les excuses du monde. Il m'a déçu parce que j'en attendais beaucoup plus, et j'ai pas forcément aimé sa manière de courir, à vouloir absolument
être le chasseur et vouloir dynamiter la course. J'aime pas trop quand il court comme ça. Là aussi où il y a une incompréhension, c'est que cet hiver, il est censé avoir travaillé les efforts courts et les montées sèches. Bah, on l'a pas trop retrouvé là-dessus. Donc bon, il y a pas une explosion complète parce que il est 10e du général et je trouve même plus dérangeant au final son résultat à Djebel Hafet au vu des coureurs derrière qui finit. C'est là par contre c'est pas forcément très très rassurant. Donc oui c'est ma grosse déception parce que on avait participé à faire monter la hype autour de Remco parce que ses résultats justifiaient de tels propos. Il y avait que des victoires. Là, va falloir se remettre la tête à plat après ce gros reality check et bon, le prochain objectif, il va être très très sérieux pour Remco. Il va partir en stage d'altitude pour peut-être changer son catalogue d'excuses, mais moi c'est surtout ce point-là qui m'a dérangé et qui m'a beaucoup déçu. Tiens, pareil, ou tu voudrais parler de quelqu'un d'autre? Déception de la semaine de ton côté? Ouais, enfin alors, je vais prendre quelqu'un d'autre pour qu'on change un peu, mais juste, bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Matt, hein. Moi, j'avais des doutes et je l'avais dit que ce serait pas si simple pour Remco de gagner cette UAE Tour, parce que, alors, finalement, Del Toro m'a pas si surpris que ça par son niveau, mais c'est plus Remco, et ce qui est décevant, comme on dit, c'était que finalement, mercredi, on en avait parlé, hein, Nico, dans notre émission, on s'était dit, voilà, ça peut être une mauvaise journée, etc. Mais c'était pas tant une mauvaise journée que ça, parce que Jebel Hafet, il y a moins de pourcentage, même si, enfin, voilà, ça reste une montée accessible pour Remco. Encore une fois, je le répète, ce qui m'embête, c'est pas de le voir battu, parce qu'en fait, on sait très bien que le Remco le Remco qui fait pas de stage d'altitude, c'est pas un Remco top grimpeur. Malgré tout, la place qu'il occupe 15e derrière des mecs comme Embred Vekstad, derrière des mecs comme Nordhagen, enfin, c'est des très Terrada, c'est des très très bons coureurs, Byron Munton, tout ça. Encore une fois, voilà, c'est pas le fait qu'il soit pas dominant en montagne, c'est le fait qu'il soit dominé par pas mal de coureurs que même à son niveau de base, c'est-à-dire pas stage d'altitude, pas perte de poids, il doit quand même dominer sur ses efforts comme ça. Donc voilà, sinon je rejoins Matt, c'est quand même un peu décevant et je trouve, voilà, je redis ce que j'ai dit mercredi dernier, je trouve que cette semaine, elle a quand même rabattu les cartes versus un peu toutes les louanges qu'on lui avait fait depuis le début de saison, les ascensions sèches, voilà, comme ça a quand même l'air d'être quelque chose de compliqué pour Remco et donc, je vais rapidement prendre une autre déception, Jasper Philipsen. Même si on sait que le Jasper Philipsen de début de saison, c'est jamais le meilleur sprinter, mais voilà, il est venu quand même avec son poisson pilote Caden Groves et ça repart avec 0. La route bicyclette, un 0 pointé sur le Tour d'Algarve, pas dans le coup, mal placé dans les sprints, et puis même pris de vitesse. Bon, on en parlera après par Paul Magnier, même par Jordi Meus, par d'autres sprinters. Voilà, il a pas pesé, donc une rentrée, voilà, donc c'est pas du tout un carton rouge, hein, parce que c'est que le Tour d'Algarve, et il peut très bien inverser la tendance dimanche prochain sur Kurn, mais c'est une rentrée décevante pour Jasper Philipsen qui a pas été dans le coup sur les deux sprints. De mon côté, ce sera Marco Brenner et Lenny Martinez pour cette magnifique collaboration dans l'échappée sur le Tour des Alpes-Maritimes. Allez voir le résumé de cette course si vous n'avez pas vu. Mathieu, je vais pouvoir te passer la parole, mais alors d'une masterclass stratégique de la part du coureur allemand de la Tudor et du grimpeur français, grimpeur puncher français de la Bahreïn, qui avait pris l'avantage dans ce Tour des Alpes-Maritimes et qui ont fini par se faire reprendre par La Perras, Caroni et toute la bonne compagnie, alors qu'ils avaient pris l'avantage d'une masterclass stratégique de leur côté. Ils avaient pris l'avantage parce qu'en plus, justement, tu mentionnais les deux équipes protagonistes derrière dans le groupe. Il y avait 50 Décathlon et 48 Astana. Et en fait, ça faisait que de se regarder sans vraiment collaborer jusqu'à aller 10 km de l'arrivée où ça a commencé à mettre en route. Et bon, avant l'ascension finale de Biot, il y avait quand même encore un petit écart. Et puis alors là, ça a été... je pense que dans tous les cas, Paul Lapera aurait pu revenir et possiblement gagner, mais pas d'une facilité déconcertante comme ça a été le cas où bah, Brenner et Martinez se sont mais stoppés, ils ont fait Ils se sont garage. arrêtés, les mecs. Mais ils se sont regardés complètement en fait. Il y en avait aucun des deux qui voulait rouler.
en fait, chaque année, on le dit, mais les coureurs qui se regardent, enfin, c'est d'un ridicule au possible. Il faut se la jouer loyal. Et puis, au final, bah, c'est quatrième pour Brenner, cinquième pour Martinez. Il n'y en a aucun qui est sur le podium, parce qu'en plus, Brenner se fait aligner au sprint derrière par Scaroni et Simon Carr. Donc, voilà, là, c'est vrai que ça rentre bien dans la catégorie gros fail, parce que c'est un peu du ridicule. Il y avait l'opportunité de se jouer la victoire 1 et 2 et de tenter, même si on sentait que le moteur était bien fumant, il y avait plus grand chose dans les jambes quand même. Bon, les coureurs qui se regardent, bon, c'est toujours la même. On a ça à peu près 5-10 fois par an. On rigole toujours, mais je sais pas. Il y a aussi, c'est là où on voit les coureurs qui ont un QI vélo et pas forcément quand même, hein. Baptistien, un petit mot très rapidement avant qu'on passe à la catégorie suivante sur ces Tours des Alpes-Maritimes, assez spécial, mais finalement qui, avec un Lenny Martinez relativement en jambes pour sa rentrée, ou en tout cas pour ses premières courses de début de saison, mais par contre, ça finit quand même bien pour les Français avec une victoire de Paul Lapera. Ouais, bah une course sympa à regarder, franchement. Je trouve que le parcours était sympa parce que effectivement, quand Ouais, t'étais un il était grimpeur cool. comme Martinez, fallait partir de loin. Même si je pense qu'il aurait aussi pu jouer la gagne en attendant le mur final, mais bah ouais, il faut quand même retenir que Martinez c'est son premier jour de course et qu'il est quand même très en jambes parce que quand il s'envole, on est sur du 5%, on est quand même pas sur des énormes pourcentages, donc c'est de bon augure pour la semaine prochaine et les deux classiques Sud-Ardèche. Et puis bah, Paul Lapera, impressionnant, voilà, qui était très timide hein, sur l'étoile de Bessèges, mais qui clairement là, il montre que en termes de punch, c'est quand même hein, pour moi un des meilleurs du monde. Hein. Vu sa victoire sur le Tour de Pologne l'année dernière, qui était hyper impressionnante, dès que tu l'amènes lui dans un final, dans un kilomètre en montée, Paul Lapera, quand les Un final un pourcentages peu sont pas, escarpé, il est ouais, bon, ouais. voilà, il est vraiment hyper redoutable, je trouve. Il a retrouvé un peu sa spécialité, donc bah c'est beau parce que Scaroni, c'est quand même un mec qui est très 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 fort depuis le début de l'année et de le taper comme ça avec une domination aussi exceptionnelle, bah voilà, je trouve que voilà, c'est dur à trouver le profil de Paul Lapera parce que en même temps, je pense que c'est pas un Flandrien, je pense que les Ardennaises, c'est quand même un peu compliqué. Ah, L'Amstel, ça va, mais après, je pense que les deux autres Ardennaises sont, il est pas assez grimpeur hein, pour ça, Paul Lapera, il passe quand même pas la montagne. Donc ouais, il a pas mal de. C'est plutôt un excellent finisseur pour moi. Tu vois, un Grand Prix de Québec, des courses comme ça lui sera hyper favorable. Mais un Un Milan coureur de San Remo, critérium, quoi. un Milan San Remo. C'est Je un pense qu'un Milan San Remo, ça peut. Alors évidemment, il sera pas au niveau de Pogacar, Van der Poel, mais typiquement une bosse comme le Poggio, par exemple, c'est typiquement Paul Lapera. Quoi. À mon avis, s'il se concentre un peu sur une classique comme ça à l'avenir, il peut vraiment briller. Ou alors il peut aussi travailler les pavés, parce que les pavés ça se travaille, et puis se pouvoir quoi, pas se battre sur des Flandriennes à l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais à voir l'évolution de ce coureur qui a en tout cas un vrai potentiel, comme on l'avait regardé depuis quelques années sur les classiques. On termine cette page un peu déception. Alors, c'est une rubrique qu'on fait pas chaque semaine et heureusement qu'on la fait pas chaque semaine. Mais Mathieu, tu vas très vite voir de quoi je parle. On parle de carton jaune parce que c'est pas encore un carton rouge, mais le carton jaune de la semaine. Marc Soler, on a appris cette semaine et Mathieu, tu vas pouvoir élaborer dessus. C'est le média Cyclo 21 qui a révélé les détails donc d'une opération de surveillance qui a été menée en août 2023 qui impliquait Marc Soler, donc de l'équipe UAE que vous connaissez, le père de Marc Soler, et puis un certain José Martí Pradesh, alias Pepe Martí, qui était un entraîneur qu'on connaissait bien à l'époque des années 2000, puisqu'il a été suspendu 15 ans en 2007 dans le cadre de l'affaire Armstrong. Donc normalement, il est suspendu non, en 2012, il était suspendu 15 ans, mais il avait bossé dans les années 2000 avec Armstrong, justement, notamment, où tu as quand même les affaires de dopage qui tournaient autour de ça. Et donc, il est suspendu jusqu'au 11 juin 2027. Et normalement, les coureurs cyclistes, tu vas pouvoir l'expliquer, Mathieu, n'ont pas le droit d'être en contact avec des gens qui ont été condamnés pour participation au dopage. Raconte-nous un petit peu tout ça. C'est actuellement un carton jaune qui peut potentiellement devenir un carton rouge, mais pour l'instant un carton jaune pour Marc Soler. Ouais, bah en plus c'est quelque chose qui navigue autour de UAE, donc ça pourrait aller plus loin. Pour résumer, on va dire l'histoire, ça commence à remonter en fait cette affaire-là parce que ça découle des grandes opérations qui avaient eu lieu, enfin qui avaient commencé en 2022-2023 quand il y avait eu les scandales autour de la Cara Rural et de la Kern Pharma où il y avait des histoires de dopage. Tout simplement, l'agence espagnole
de l'antidopage a voulu continuer les enquêtes et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait en fait c'est surtout une histoire d'abord de rencontre entre le papa de Marc Soler, donc Jaume Soler et Pepe Martí. Pepe Martí, oui, tu l'as très bien présenté, on le connaît bien parce que c'était un des éléments centraux du scandale Armstrong. Hein, bon. Était entraîneur d'Alberto Contador, notamment Voilà. aussi à l'époque où il était dans la Discovery Channel. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, d'abord, c'est parti de rencontres, en fait, alors en plus des rencontres qui n'ont pas eu lieu en Espagne, donc qui ont eu lieu en Andorre. Donc, en fait, ça a soulevé un peu des interrogations pour les enquêteurs de l'agence antidopage espagnole, parce que voilà, on est hors frontière, donc c'est un petit peu spécial. Il y a eu des photos qui ont été divulguées où on voit en fait surtout, et c'est là que ça a un peu explosé, c'est des échanges de boîtes. Simplement des boîtes, mais qui ont été échangées, remises main entre donc le père de Marc Soler et Pepe Martí. Donc c'est surtout ça là-dessus qui amène une enquête parce qu'on ne sait pas vraiment c'était quoi le contenu de ces boîtes-là. Il y a Jaume Soler qui dit que c'est de la faute de Pepe Martí et que lui, ça n'a rien à voir avec son fils. Il y a Marc Soler aussi qui, bon, il a accordé une interview de 2 minutes où il a dit simplement, moi j'ai rien à voir avec cette histoire-là. Le problème, c'est que voilà, on sait il y a des liens en fait entre Pepe Martí et aussi l'un des hommes majeurs du AE, c'est Mauro Gianetti. Bon, c'est pas fini cette histoire-là, surtout que en fait pour un peu hiérarchiser cette histoire-là. Maintenant, c'est plus il y a l'agence antidopage espagnole qui a toujours son nez dedans, mais c'est plus la police qui a cette affaire-là, c'est la Guardia Civile qui a repris cette affaire-là. En attendant, Max Soler n'a plus couru depuis la Clásica Rein et ne devrait plus courir jusqu'à la fin du mois de mars. C'est une affaire à suivre qui s'allie encore un petit peu plus le cyclisme espagnol et qui fait revenir dans la discussion des gens dont on se passerait bien pour l'image de notre sport et puis surtout autour de l'équipe UAE déjà ils souffrent d'une image plus que douteuse avec Mauro Gianetti et Machine. Bon, ça arrange pas franchement les choses. Tiens, on rappelle que le règlement antidopage interdit à tout sportif licencié, comme Marc Soler par exemple, mais comme d'autres, de travailler avec une personne qui était suspendue, ce qui était le cas de Pepe Martí. Donc cette affaire est par la CELAD, CELAD, donc c'est l'agence antidopage espagnole. C'est vrai que toi et moi, on a vécu ces affaires autour de la Discovery Channel, autour d'Armstrong, autour de l'affaire Puerto en 2006. Pepe Martí faisait partie un peu de ce monde-là. C'est vrai que c'est des gens qu'on n'a pas tellement envie de revoir dans le monde du cyclisme. Non, non, pas du tout, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement dans le monde du cyclisme et qu'on n'a pas forcément envie de voir non plus. Donc, bon, dans tous les cas, écoute, on va suivre cette affaire avec attention, mais j'ai bien peur que Marc Soler, il court plus avant longtemps, en fait. Je pense que ils savent très bien, voilà, que l'image peut être un peu controversée. Je pense qu'ils font très très attention à leur image aussi, et que si l'histoire continue à s'embourber un peu comme ça, et que Marc Soler s'embourbe dans cette histoire, à mon avis, ils vont essayer de mettre ça, de le mettre de côté, voilà, un petit bout de temps. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, pas sûr qu'on revoie Soler, et peut-être pas sûr qu'on le voit sur les routes du Tour de France cette année, sauf si tout se calme, mais c'est pas l'impression que ce soit parti pour. Oui, et je rappelle pour les gens en commentaire pour l'instant, donc c'est une affaire qui concerne Marc Soler et son papa en tant que coureur et pas pour l'instant l'équipe UAE. Oui, Donc, tout à fait. Oui. on prend, nous, vous savez, on parle dès qu'il y a des choses qui sont prouvées ou des choses comme ça. On n'est pas là pour parler que de dopage, mais on n'hésite pas à en parler quand il y a des affaires qui sortent dans l'actualité, comme c'est le cas maintenant. On n'accuse personne a priori dans cette émission, et donc du coup, jusqu'à ce qui est éventuellement plus de preuves ou plus d'implications, s'il vous plaît, ne vous déchaînez pas dans les commentaires. C'est un coureur UAE, machin, etc. Pour l'instant, c'est Marc Soler. Je rappelle que Marc Soler a été pendant très longtemps à la Movistar, et la Movistar a aussi un
certain passif, on va dire, au niveau du dopage, comme beaucoup de gens dans ce sport, on l'a rappelé Titien. Ce sujet étant évoqué, Titien va parler des choses réjouissantes parce que, évidemment, on va ouvrir notre dernière section de la première partie de l'émission du débrief. C'est le Français de la semaine. Et alors, quelle semaine pour les coureurs français, beaucoup de victoires. Paul Lapéra, Christophe Laporte, Paul Sexas, bien entendu, et un certain Paul Magnier. Est-ce que c'est lui ton Français de la semaine? Bah ouais, forcément, Paul Magnier, je pense que vous allez en prendre un autre après, donc moi je vais prendre Paul Magnier, effectivement, semaine de fou pour les Français, mais celui qui a enfin, finalement le plus dominé la semaine et été dominant, c'est quand même Paul Magnier, qu'on avait vu faire taper les 19 victoires à une seule victoire de Pogacar l'année dernière, alors c'était hyper impressionnant, hyper fort, restait la réserve de se dire, bon bah voilà, la plupart des victoires au sprint qu'il a eu, c'était face à une concurrence de second rideau, il a fait une rentrée très timide fin janvier sur je sais plus ce que c'était, la classique de Valence, ou je crois que c'était ça. Bah voilà, il revient sur le Tour d'Algarve, très relevé même au niveau du sprint. Hein. Jordi Meus, vainqueur il y a 2 ans il y a 2 ans et demi sur les Champs-Élysées. Jasper Philipsen qui venait avec Caden Groves. Il y avait Arnaud Delis. Enfin voilà, il y avait du monde. Donc et pourtant personne n'a pesé face à Paul Magnier. Et ce qui me fait dire que c'est vraiment le Français de la semaine, c'est pas qu'il a gagné en se faufilant dans un trou de souris ou parce que c'était juste les 2 sprints il les a dominés. Je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Alors oui, il avait un train, c'est quand même lui tout seul qui a su se placer au bon moment, qui sait surgir au bon moment. Donc il y a ce placement, je trouve, qui lui faisait défaut un petit peu l'année dernière et que là, il a l'air d'avoir bien travaillé. Et surtout, mais quelle puissance quand il est lancé. Un monstre, hein. C'est fou, hein, mais c'est Tim Merlier qui disait l'année dernière qu'à l'entraînement, Magnier parfois le tapait. Bah, ça m'étonne pas. Enfin, je pense qu'il fait déjà partie là en termes de points de vitesse pure, des peut-être 3-4 meilleurs sprinteurs mondiaux, il est trop fort. Enfin, il met un vélo d'avance sur les 2 sprints qu'il gagne. Sur le premier, mais où s'il est quand même collé à la route, tu te dis il va choper l'aspiration et il remontera jamais. Philipsen, il est collé. Delis, il aura jamais réussi à se sortir, mais il y avait Moschetti qui a pas pesé. Enfin voilà. Non, Magnier, il a dominé les 2 sprints et j'ai déjà hâte de le voir sur les 2 courses du week-end d'ouverture la semaine prochaine parce que s'il est déjà aussi fort au sprint alors qu'il annonçait au début de saison que pour l'instant il était plutôt concentré sur son niveau sur les classiques, bah ça promet vraiment. Je pense vraiment que il s'est découvert ce talent naturel au sprint et qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup le travailler. C'est un coureur hyper musculeux qui a l'air d'avoir un kick de folie et ouais, enfin franchement c'est un monstre Paul Magnier. Il a que 21 ans, rappelons-le. Hein. Donc ouais, là pour le coup on a pour moi le sprinter français des 10 prochaines années. Alors, Mathieu, on parlera de Paul Magnier, notamment dans le débat plus tard, parce que j'ai 2 questions de débat et il y en a une sur le sprint, donc je te laisse garder tes cartouches, parce que ça fera partie du débat avec d'autres coureurs. Par contre, j'ai envie de savoir, quel est ton Français de la semaine? Est-ce que c'est Paul Magnier ou est-ce que c'est un autre? Bah, on va changer un peu comme l'a dit Titien. De toute manière, c'était la semaine sainte des Pauls en France. Exactement. Donc je vais prendre un autre Paul qui aussi était en Algarve, Paul Sexas, évidemment. Même si moi aussi évidemment j'aurais pris Paul Magnier pour sa domination. Mais voilà, Paul Sexas, première victoire en professionnel et puis de quelle manière. Je rappelle que le plateau du Tour d'Algarve était plus relevé que l'épreuve World Tour de la semaine, à savoir l'UAE Tour. Donc c'était absolument impressionnant. Ce qui m'a surtout impressionné dans sa victoire, c'est son intelligence de placement et son QI vélo. Là, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. Il bat Ayuso, qui est un des meilleurs finisseurs sur des sommets comme ça. Donc c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on l'a vu, Ayuso aujourd'hui qui remporte l'étape. Donc ouais, superbe victoire. C'est peut-être au final même le chrono qui est encore plus impressionnant. Parce il a pas forcément, quand on le regarde, il a pas forcément le gabarit vraiment d'un pur rouleur, même très loin de là. Hein. Il fait, ses grandes échasses, il fait 1m85, 86 pour aller quoi, 65 kilos. Et au final, bah, il finit quasiment il finit 4e, il finit seulement à 13 secondes d'un Pipo Ganna qui a sorti un chrono absolument atomique. Et voilà, même aujourd'hui, il finit 3e de l'étape à Mayao, mais très très fort aussi.
deuxième du général à seulement 14 secondes de Juan Ayuso, qui lui enfin montre son vrai niveau. Alléluia. C'est très très fort et ça mérite aussi un gros statut de Français de la semaine. En tout cas, cette semaine, par rapport à d'autres semaines, on avait beaucoup de choix. Oui, alors beaucoup de choix, on en reparlera justement dans le débat, puisqu'on a pas mal de questions à se poser et pas mal d'enseignements à tirer. Ça fera partie des sujets dont on parlera. Je termine cette section français de la semaine avec un petit, parce qu'on n'en parlera pas dans le reste de l'émission malheureusement, et en plus il est tombé aujourd'hui, mais Christophe Laporte, petite mention à Christophe Laporte qui a débloqué son compteur. On sait qu'il a eu une saison 2025 un peu galère. Là, il est arrivé sur le Tour d'Andalousie. Il en a claqué une. C'est peut-être pas le plateau le plus relevé de la Terre, mais il y avait quand même Milan Fretin, Paul Penhuet, des coureurs de ce niveau-là. Il y avait son coéquipier Axel Zingler, qui a d'ailleurs bien foiré il y a quelques jours son lancement de sprint pour l'ami Christophe Laporte. Mais c'est pas grave, il lui a quand même bien rendu. On a vu du Alex Arondbourou également, Sandy Dujardin, ce genre de coureurs-là. Soren Warenshold. Et donc, il y avait quand même quelques coureurs à battre. Et le fait que Christophe Laporte score dès son retour à la compétition, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, voilà, petite mention à Christophe Laporte, mais c'est évidemment, on risque de pas tellement en parler dans le reste de l'émission. Donc, c'était noté. Voilà pour notre première section sur le débrief de la semaine avec les performances les plus marquantes, en bien ou en mal. On va s'intéresser maintenant au débat, et un débat avec un S, puisqu'il y a deux débats en ce moment, puisqu'on va parler à la fois des sprinteurs, donc des scoreurs, et on va parler dans un deuxième temps, comme ça je l'annonce également pour vous et pour mes chroniqueurs, on va parler également du classement général, enfin des leaders, parce que la question est forcément différente. Pendant ce temps, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quel est pour vous votre coureur de la semaine, votre déception de la semaine et votre français de la semaine, parce qu'il y a du débat. On peut choisir Ayuso, on peut choisir Del Toro, on peut choisir Jonathan Milan, on peut choisir chez les Français Paul Magny, Paul Sexas, voire d'autres coureurs. Et dans les déceptions, il y a plusieurs coureurs qui sont peut-être passés un peu à côté de leur semaine de compétition. N'hésitez pas à nous le dire et à nous le mettre en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube, on vous lira. Première question, premier débat, et je vais te poser en début à Titien, comme ça on va changer chaque fois au niveau du débat. Titien, on a vu beaucoup de sprinters depuis le début de saison, on commence à avoir un petit recul sur le début de la saison. On a vu les courses au Down Under, on a vu les courses au Moyen-Orient et on a vu les premières courses en Europe. Au niveau du début de saison, la question du débat est simple. Est-ce que pour toi, même si on n'a pas encore vu Tim Merlier en action, tu avais déjà commencé à parler de Paul Magny, est-ce que pour toi, Lotto Soudal, est-ce qu'il possède 50% des meilleurs sprinteurs du monde, c'est-à-dire qu'il possède 2 des mecs du top 4? En tout cas, il possède deux des 5 meilleurs sprinteurs du monde, parce que je mets pas de côté le pauvre Lafcoy qui a l'air d'être sacrément dans le pétrin là, qui est, le début de saison est encore repoussé, donc je suis pas sûr qu'on revoit Lafcoy avant longtemps cette année. Donc oui, enfin en termes de pointe de vitesse, et pareil, Tim Merlier, je sais pas quand il reprendra non plus, donc il est toujours, il arrive pas à s'en sortir de ses problèmes, donc mais oui, Paul Magny. Donc les deux sont blessés, hein. Les deux sont blessés. On sait pas du tout quand les deux reviendront à la compétition. En tout cas, c'est pas prévu là pour le mois de mars. Hein. Donc ouais, c'est voilà. Grosso modo. Si pour Tim Merlier, Ah. normalement Tim Merlier devrait revenir pour Bruges de Panne. Donc tu le fais reprendre en première, ouais. Bon, ok. Bon, pourquoi? Bah écoute, j'espère qu'en tout cas il aura retrouvé ses pleines possessions de ses moyens. Mais c'est une course où il y aura forcément Milan, Bruges de Panne. C'est quand même rude pour le faire revenir là-dessus. Mais ok, bon on verra ça. Mais dans tous les cas, ton débat c'était que est-ce qu'on a les deux meilleurs, est-ce qu'on a deux des meilleurs coureurs, des meilleurs sprinters? Est-ce que Soudal Quickstep, pardon, je repose ma question. Mais... Je repose ma question parce que c'est Soudal Quickstep. Donc Soudal Quickstep possède 50% du top 4 du sprint mondial dans son effectif. C'est dur à dire comme ça, hein. Les sprints ils fluctuent, mais oui, quand tu vois que Magny l'année dernière c'est 19 victoires, que cette année il en tape déjà 2 face à une grosse adversité, Merlier on sait qu'à son top du top, c'est le plus rapide du monde, et au moins un des 2 meilleurs sprinteurs du monde avec Jonathan Milan, parce que vu ce qu'a fait Milan cette semaine, même si il n'y avait pas non plus du grand monde, Milan il est ultra fort depuis le début d'année, donc oui, parce que
Je pense qu'en termes de pointe de vitesse, peut-être un Coy à 100%, il est du niveau d'un Paul Magnier, et voilà, juste derrière les deux monstres Merlier et Milan. Philipsen, pour moi, est passé derrière, il est moins rapide. Euh, la force de Jasper Philipsen, c'est c'est d'être devenu un coureur très très fort sur les classiques, qui passe plutôt bien les bosses, C'est complet, ouais. ce qui va lui permettre d'accéder, voilà, comme quand il gagne la première étape du Tour de France. Finalement, c'est un coureur qui va sentir très bien la course. C'est un coureur qui, dans les bordures, va être très très à l'aise en tant que bon Flandrien. Voilà. Et puis, c'est un coureur également qui profite souvent du train de son équipe, qui est quand même excellent. On l'a vu sur la dernière Volta où il allait chercher 3 étapes. Donc, je pense que en termes de sprint, de pointe de vitesse pure, il est derrière tout cela. Maintenant, il m'a l'air plus complet et c'est ce qui fait qu'il va encore gagner des grandes courses parce que en fin de course, si je prends un Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui peut être compliqué la semaine prochaine, je serais pas étonné que Philipsen gagne parce que tout simplement au terme d'une classique difficile, lui, contrairement à des mecs comme Milan ou voilà qui vont peut-être avoir beaucoup moins de réserves, il en aura plus. Mais en termes de pointe de vitesse pure, oui, Magnier et Merlier, pour moi, c'est top 3, top 4 des meilleurs sprinters du monde. Mathieu, on t'a pas encore beaucoup entendu sur Paul Magnier, donc tu peux en parler. Donc évidemment, c'est l'une des grandes attractions de cette semaine. Il a très bien fini la saison 2025. Il continue sur sa lancée. Il commence très bien sa saison 2026. Même question, est-ce que pour toi, Soudal Quick-Step possède 2 des 4 meilleurs sprinters du monde, 4, 5, on va dire, sprinters du monde actuellement, et genre, il n'y a pas de débat. Oui, oui, oui. Alors, l'art du sprint made in Soudal Quickstep, hein, ça fait ça fait 20 ans que même plus hein, d'ailleurs que ça dure, c'est exceptionnel. Il y a clairement un wagon pour moi, comme l'a dit Titien, de 5 coureurs où je mets quand même Philipsen dedans parce qu'il a l'expérience de course et les arguments qu'a utilisé Titien sont très bons en fait. Je les partage totalement, notamment sur une course comme Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Euh, ah, mais oui, en termes de points de vitesse, il y a les 5 là et puis il y a les autres en fait. Je trouve que il n'y a pas vraiment en fait débat. Il y en a certains qui peuvent s'approcher dans des très très bons jours. Type par exemple un Caden Groves, mais voilà, il y a pas vraiment de débat. Après, c'est difficile de statuer parce que Merlier, c'est 0 jour de course. Coy, c'est 0 jour de course. Philipsen vient de revenir et bon, c'était pas exceptionnel. Donc, c'est plus du jugement sur ce qu'on a vu l'année dernière, condensé et cumulé avec ce que Magnier et Milan nous ont montré. Mais Magnier, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'il sprint avec la, la force brute de Milan et l'explosivité de Merlier. C'est assez incroyable. Sa victoire à la gauche, mais la manière dont il fait, enfin, il y a qu'à regarder la vidéo du sprint. Derrière, il y a Noah Hobbs et Philipsen. Les deux, ils reculent. Donc t'as l'impression qu'ils font un sprint à reculons. Magnier, c'est impressionnant et c'est vrai que c'était la première fois qu'on lui mettait vraiment vraiment un bon train à sa disposition. C'est assez impressionnant. Je le trouve aussi un petit peu plus affûté que l'année dernière. Donc je pense que par exemple, il va encore mieux passer les secteurs un petit peu difficiles en prévision des classiques, comme l'a dit Titien, puisqu'il a l'air de vouloir se concentrer aussi là-dessus. Mais ouais, moi dans ma hiérarchie, j'ai quand même toujours Merlier, parce que les blessures de sprinter, c'est moins grave, je trouve, les absences à répétition que les coureurs C'est de juste que classement Merlier, il est général. vieilli, quoi. Voilà. Merlier, c'est Attends, à voir. c'est ma transition Ah, après. On va voir comment il revient. Mais bon, moi je mets quand même toujours au-dessus Milan et Merlier. Derrière, il y a Magnier et Coy, parce que après Coy est vraiment pas loin du top 2, hein. Je tiens à dire qu'on ne faut surtout pas le sous-estimer, hein. Coy, c'est quand même un gars qui a réussi à battre du gros monde sur le Giro l'année dernière, donc on verra ça. Et puis oui, Philipsen, je le mets juste en dessous parce que effectivement, je trouve qu'il a perdu un tout petit peu en pointe de vitesse. Après, il a tellement un train de sprint de fou furieux quand il y a Groves, Van Der Poel et qu'il a sa meilleure forme que ça le rehausse dans la hiérarchie. Mais voilà, pour te répondre finalement, il y a un top 5 qui est assez clair du sprint mondial et il y a le reste qui essaye de grappiller par-ci par-là.
Rappel, donc Titien, on en reparlera, on en reparlera bien entendu cette semaine vous l'aurez jeudi, la preview du Newsblad qui se court donc ce samedi qui vient, et énorme équipe évidemment de la Soudal Quickstep avec Stuyven, Van Barle, Magnier, Yves Lampart, Casper Pedersen, Van Gestel ou encore Tim Rex, Lorenz Rex, excusez-moi, donc c'est l'autre, il est dans l'autre équipe, Lorenz Rex, donc une grosse équipe de prévus évidemment, on en parlera de cette course, donc on va pas en parler là maintenant dans cette émission, soyez à l'affût des sorties de Radio Fringale. Dernier point, Titien, pour ce chapitre, ce débat sprinter. Tim Merlier, à 33 ans, va sur ses 34. Paul Magnier est en pleine explosion et va avoir 22 ans à la fin de l'année. Est-ce que dans cette équipe où on a dit, il y a Remco qui est parti, il y a Landa qui est aussi un peu en fin de carrière avec ses 36 ans, il y a Jasper Stuyven qui a été recruté, qui est encore très bon, mais enfin Stuyven il a également 33-34 ans. Est-ce que la Paul Magnier cette saison il joue pas une grosse partie de son avenir en disant que on sait que c'est un grand talent, on sait qu'il rapporte plein de victoires, qu'il a une grosse pointe de vitesse. Là cette saison il y a un statut de leader à aller chercher et de coureurs clés, donc de franchise player, j'ai envie de dire, voilà, de cette équipe Soudal Quickstep qui s'est réorientée vers le pôle classique et sprint, donc chasseur de victoires d'étape. Est-ce que là, Paul Magnier, vu les leaders vieillissants et vu son début de saison et son début de carrière absolument incroyable, est-ce qu'il n'y a pas un statut de numéro 1 à aller chercher à Soudal? Mais le statut de numéro 1, il va se faire naturellement. En fait, Tim Merlier, c'est quand même pas le sprinter le plus jeune. Et puis, pour moi, quand on commence à avoir des problèmes comme à Tim Merlier maintenant, c'est quand même pas bon signe pour la suite. De toute façon, on savait très bien que Tim Merlier, il allait pas durer encore 4-5 ans à ce niveau. Ce serait quand même, moi je trouve assez surprenant. Là, il est en plein dans son prime, Tim Merlier, à voir si ses soucis y passent. Sinon, moi, ça me semble toujours aussi logique que pour l'année... Si Tim Merlier, on dit que tout revient dans l'ordre à partir du printemps, là, ça me semble encore logique que Tim Merlier, vu ce qu'il a accompli l'année dernière, soit encore le sprinter considéré comme le sprinter numéro 1, tout simplement parce que lui a prouvé, voilà, en tapant 2 fois Milan sur le Tour l'année dernière, c'est quand même quelqu'un qui a pas eu tant l'occasion que ça de s'exprimer sur le Tour de France, puisqu'avant ça, il avait eu qu'une seule victoire en 2021 quand il était chez Alpecin. Donc, j'ai envie de dire que profitons de Tim Merlier tant qu'il est à son prime. Pour moi, d'ici 2 ans, ce sera plus le cas. Donc, pour l'année, en tout cas, à court terme, j'ai envie de dire que, en fait, la situation est assez claire chez Soudal. Magnier, c'est le sprinter numéro 2, qui aura quand même largement de quoi s'exprimer, d'autant que, contrairement à Tim Merlier, Magnier, en plus qu'un sprinter, hein, il a envie de faire des belles choses sur les classiques flandriennes, et moi je suis persuadé qu'avec son physique, même si sur un Tour des Flandres ça peut être compliqué, voilà, sur un Paris-Roubaix il faudra voir ce qu'il peut faire, mais je suis sûr qu'il peut briller là-dessus. À lui aussi de montrer qu'il a l'étoffe pour devenir sprinter numéro 1 rapidement, et ça il va avoir un énorme test sur le Giro, parce qu'il va être opposé à celui qui est à l'autre ce meilleur sprinter du monde actuel qui est Jonathan Milan. S'il arrive à taper Milan et à confirmer sur le prochain Giro, pour moi ça se fera naturellement dans les 2 prochaines années, et Tim Merlier va décliner, Paul Magnier va continuer de progresser. Donc pour moi l'équilibre est parfaitement rempli dans l'équipe. Pour l'instant tu as quand même le meilleur sprinter du monde dans ton effectif. S'il arrive à poursuivre sur sa lancée, laissons le déclin, la passation de témoins se faire assez naturellement. Magnier il peut apprendre, et j'ai aucun doute que si tout se passe bien cette année, peut-être que on inversera avec l'an prochain, Magnier sera sur le Tour, mais en tout cas pour cette année, voilà, laissons Magnier faire ses preuves face au meilleur sprinter du monde, et il va vraiment avoir l'occasion de le faire. Et puis laissons Merlier profiter de son prime, s'il arrive à le faire durer encore 1 ou 2 années. Matt, l'épreuve du feu cette année pour donc la 2e saison pleine de Paul Magnier chez les pros après la saison passée. L'épreuve du feu cette année en vue à moyen terme, donc 27-28, d'obtenir ce statut de numéro 1 avec une équipe qui sera entièrement à son service et un calendrier fait sur mesure. Oui, après, moi, j'enterrerai pas tout de suite quand même Tim Merlier, parce que c'est un coureur du Romal, et c'est pas non plus des énormes problèmes qu'il a. Je pense que c'est un coureur qui prend de l'âge et qui justement retarde son début de saison pour arriver tout de suite en forme. Tim Merlier, en général, quand il commence ses saisons, il arrive vraiment en pétard, hein. Il commence toujours très très fort. Donc après l'année dernière, il sort une saison complètement dingue où il score quasi en fait toute l'année, mais il avait commencé fort. Et je pense que quand il va revenir, ça va scorer fort. Après,
je pense que ça peut se faire naturellement, mais ils n'ont pas non plus les mêmes optiques. En fait, moi, Paul Magnier, je pense que ça va rester le sprinter numéro 2 parce qu'il y a un spot à prendre, surtout pour Paul Magnier, et il y a des opportunités qui viennent de s'ouvrir quand même ces dernières semaines. C'est sur les classiques où, en fait, moi, j'avais dégagé 4 coureurs principaux. Il y en a 2 qui sont blessés. Il y a Lorenz Rex qui est blessé. On ne sait pas quand il va revenir. Et il y a Jasper Stuyven qui est malade et qui est incertain pour le week-end d'ouverture. On sait pas trop ce qu'il a. Donc, Il rajeunit pas Steven non plus, hein. ouais. Et puis Dylan Van Baarle, bah, c'est Dylan Van Baarle. Il peut nous sortir des grosses perfs comme il peut être totalement absent. Et puis derrière, j'ai beaucoup plus de doutes. Donc moi, je pense que c'est surtout là-dessus le Paul Magnier à voir si ça peut être un vrai sprinter classique, type Peter Sagan par exemple. Parce que moi, je l'associe vraiment quand même à plus ce type de coureur-là, même il semble bien plus typé sprinter, racé sprinter Ouais. que Sagan. Je pense que, en fait, comme ils ont des programmes trop différents et qu'ils n'ont pas les mêmes optiques de saison, la comparaison va surtout se faire en fait au moment des grands tours en fait. Ça va être ça en fait le tournant décisif, je pense, de qui va avoir il y a la hiérarchie numéro 1 pour la saison à venir. Si Paul Magnier sort un Giro de dingue, parce qu'on le sait, il y a un plateau de dingue. Parce que, voilà, je pense que ce sera pas bousculé cette année, parce que la Soudal, c'est quand même une équipe qui cherche en plus à se rééquilibrer, à retrouver de la stabilité après le bazar et le capharnaüm qu'il y a eu dans cette équipe sur les 2-3 dernières saisons. Voilà. Mais je pense que Tim Merlier aussi, c'est un coureur qui est très intelligent. Il sait se mettre de côté aussi. Il va tranquillement aussi préparer. Voilà, c'est un coureur qui est vieillissant. Je pense qu'il va chercher à faire une dernière grosse saison avec, je pense, peut-être son plus gros objectif, ça va être les Europes. Bon, on verra derrière, mais voilà, je pense que Paul Magnier a tout à prendre, que ce soit sur les classiques et sur le Giro. On rappelle Paul Magnier, donc 1m87, 70 kg, donc un beau bestiau, Paul Magnier, tout en puissance, 11e actuellement au classement mondial, au classement actuel. Le programme de Paul Magnier, parce qu'on va passer au débat suivant, donc ce week-end, le Loop et Kurn-Bruxelles-Kurn, de week-end d'ouverture, puis il partira après en Italie pour enchaîner Tirreno-Adriatico et Milan-San Remo. On sait qu'il y a un programme de Tirreno-Adriatico avec pas beaucoup de montagnes, donc ça peut bien lui convenir. Milan-San Remo, bien entendu, pour la caisse, et puis il terminera sa campagne de classique avec le Dwarf, puis avec le Tour des Flandres, et après il se préparera pour aller à son gros objectif de milieu de saison, qui est évidemment le Giro, on en a parlé. Donc un menu copieux pour Paul Magnier, mais des terrains pour briller. On en reparlera bien entendu dès cette semaine, Titien, dans la preview du week-end d'ouverture. Tout à fait. On passe au débat suivant, messieurs, puisque là on a bien parlé des sprinteurs, on va parler maintenant des leaders, puisque vous le savez, on arrive fin février. Fin février, donc c'est deux choses, on l'a dit, le week-end d'ouverture des classiques la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, dans une semaine pile, avec Lumloop et Kurn, et puis ensuite les Strade Bianche, enfin vous, Milan-San Remo, vous connaissez le programme, et puis toutes les belles courses flandriennes. Et donc, cette semaine, donc ce dimanche, c'est la fin de ce premier chapitre de la saison, dans ce qu'on appelle le début de saison, des courses de début de saison, avant le deuxième chapitre, les classiques, puis après, vous connaissez hein, les Ardennaises, après Liège, c'est la fin de la période des classiques, et donc on part sur la période des grands tours, et puis après, il y a la partie de fin de saison, vous savez comment une saison cycliste est, en tout cas si vous ne le savez pas, on vous l'explique, comment une saison cycliste est organisé. Et donc, on a terminé un peu l'entrée, hein, voilà, un peu l'apéritif de cette saison 2026. Et le débat sur lequel on va se poser, évidemment, Titien, je vais te poser la première question. Est-ce que, parce qu'on a vu plein d'enseignements, on a vu du Remco en haut et du Remco en bas, on a vu des coureurs briller, on en a vu d'autres qui n'ont simplement pas participé à ce début de saison, on a vu des victoires improbables, on a vu des coureurs jeunes déjà très en forme, Paul Sexas, Isaac Del Toro. Quelle importance, finalement, avec notre expérience et notre habitude de suivre le cyclisme, quelle importance ou quelle signification, quelle valeur on donne aux résultats de ces 2 premiers mois de cyclisme, enfin de ce premier mois, donc de mi-janvier à mi-février, de ce début de saison? Est-ce qu'il a finalement une si grande importance que ça pour la suite de la saison, ou finalement tout est relatif?
Non, je pense que c'est quand même important, hein. Il y a plus de petites courses et on l'a vu sur ce Tour d'Algarve, hein. Il y a beaucoup de coureurs en fait qui avaient besoin de se rassurer, sur lesquels on a des interrogations. Et je pense au vainqueur du Tour d'Algarve, notamment Juan Ayuso. C'est quand même très très bon signe pour la suite de la saison, je trouve. Par exemple, on voit qu'il s'est enfin, très très bien incorporé dans l'effectif Lidl Trek. Il a même roulé dans le final pour Teutenberg, etc. Donc voilà, non, en fait, grosso modo, le début de saison, là, on est à 2 semaines de Paris-Nice, les coureurs, ils sont en forme, hein, donc ça dépend. L'Australie, c'est quand même pas un truc sur lequel on va se dire, bon, ça a énormément de valeur, et peut-être même les classiques de Majorque, etc., là, enfin, tout ce qui est fin janvier. Mais là, pour moi, la vraie première semaine importante, c'était cette semaine où on avait 3 courses simultanées avec le retour de plein d'énormes coureurs, et tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est pas du tout anecdotique, c'est ce qu'on va voir le reste de la saison. Alors peut-être qu'il y a des coureurs qu'on a moins vus cette semaine et qui vont monter en puissance, mais je pense que la hiérarchie qu'on a commencé à observer cette semaine, c'est une hiérarchie qu'on va voir cette année, on l'a bien vu, ils sont tous déjà chauds bouillants, tous déjà en forme. Il y a pas, c'est pas, je me souviens de certaines années. Je me souviens d'un Paris-Nice 2009 où t'as Cadel Evans, Paris-Nice 2009, donc on est déjà au mois de mars, qui se fait lâcher d'un peloton de 50 en montagne, et Laurent Jalabert qui dit ah bah Evans, il fait sa reprise tranquille, il a pas encore son poids de forme, voilà, il vient faire des tours de roue. Non, non, on n'est plus du tout à ce niveau-là. Donc pour moi, vraiment, ce qu'on a vu. J'omets un peu ce qu'on a plutôt vu peut-être même début février, etc., avec les quelques courses. Mais là, ce qu'on a vu sur ces 3 courses simultanées, c'est pour moi un avant-goût de ce qu'on va voir sur les prochaines courses. Je vois pas pourquoi d'un coup il y a un coureur qui va baisser pavillon ou un coureur qui va progresser. Donc tous les coureurs qui ont brillé cette semaine, c'est des coureurs qui vont briller pendant l'année. Moi je vois plutôt comme ça. Donc ça, et puis ça a une importance. Enfin, Juan Ayuso, qui a gagné le Tour d'Algarve devant une telle concurrence, c'est quand même énorme. Idem pour la perte de Sexas. Del Toro, voilà, c'est sa première course par étape World Tour. Donc, il y a, voilà, il y a plus tant de sous-courses que ça. Et donc, non, non, il y a pas. Moi, je me dis pas, voilà, c'était quelque chose à part ce mois de février. Et puis maintenant, on passe sur totalement autre chose. C'est, voilà, certes, les courses sur lesquelles on va arriver sont plus prestigieuses, mais la densité qu'on a vue déjà en ce début d'année, et c'est un truc que je voudrais souligner avant de passer la parole à Matt, c'est que je suis hyper rassuré par ce que j'ai vu pendant cette semaine sur les 3 courses. On a vu quand même beaucoup de leaders d'équipe seuls. C'est-à-dire que j'avais très peur de la domination UAE ils sont 4 dans un groupe de 10. Voilà, on n'a pas du tout vu ça cette semaine sur aucune des 3 courses majeures de la semaine. À chaque fois, c'était des individualités les uns contre les autres, les leaders d'équipe. Et je trouve qu'on a gagné un peu en densité, notamment avec cette venue de Ayuso chez Trek, de Derek G chez Trek également. Voilà, enfin clairement, de Richie Tello qui a quitté aussi l'équipe Israël l'année dernière. Donc voilà, je trouve un petit peu plus de densité, et je pense que on va continuer à la voir tout au long de l'année. Voilà, donc c'était pour ce que j'avais à dire sur cette partie du débat. Matt, Titien est plutôt pour de dire que oui, effectivement, ça a une vraie signification, ces courses de début de saison, et que ça annonce pour la suite. Et de ton côté, est-ce que tu tires des vrais enseignements de ce début de saison, ou tu le relativises? Comment tu te positionnes, toi? Non, mais moi je vais rejoindre Titien là-dessus, parce que je l'avais déjà souligné dans une précédente émission. Les coureurs qui sont vraiment en forme au début de saison, en général, font des grosses saisons derrière. Enfin, c'est ce qu'on voit depuis maintenant 5-6 ans, puisque ma saison, j'attends mon poids de forme, tout simplement parce qu'il y a une telle densité aussi dans les équipes que les leaders peuvent plus se permettre de ça. Par exemple, je prends un Juan Ayuso, il y a une telle pression sur lui sur le Tour d'Algarve, et il y a tellement un gros contingent de leaders potentiels chez la Lidl Trek, qui doit tout de suite prouver aux autres, écoutez-moi les copains, c'est moi le leader de l'équipe, et je vais vous le montrer dès le Tour d'Algarve. C'est pareil pour un Oscar Only sur lequel on pouvait avoir quelques doutes. Il a tout de suite répondu présent. Il nous a rappelé que c'était un excellent puncher. Isaac Del Toro, c'est pareil, et je vais reprendre des moticiens qu'il avait utilisés la semaine passée, où UAE savait ce qu'elle faisait sur son tour national, et elle avait suffisamment bien calculé le coup pour l'envoyer.
il a répondu présent et je pense que Del Toro, on va le revoir, pas qu'ici, pas que sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Pareil pour un Antonio Tiberi, où je pense que là, il va vraiment. Enfin, on va retrouver le Tiberi qui finit cinquième du Giro 2024 après une saison 2025 plus compliquée, parce que je pense que Tiberi était vraiment piqué dans son ego et puis parce qu'à la Bahreïn aussi, il y a du monde qui toque à la porte. Donc, ouais, sur cette semaine, je pense que les coureurs qui ont été en forme, c'est des coureurs qui montent en puissance et qu'on va revoir tout au long de la saison. Et par exemple, c'est pareil pour le côté sprint, hein. Jonathan Milan, tout de suite, il doit se rassurer. Les sprinters, ça marche à la confiance et voilà, il continue sur sa lancée de l'année dernière. C'est pareil pour un Paul Magnier. Voilà. Moi, je pense que les coureurs qui ont bien marché cette semaine vont marcher. Et je vais prendre un coureur, ça avait été le cas, j'ai un très bon exemple, puisqu'en plus ça a été la même course. Tom Pidcock, l'année dernière, fonctionne et marche vraiment bien sur le Tour d'Andalousie. Il a une nouvelle fois vraiment bien marché sur le Tour d'Andalousie. Et s'il n'y a pas cette petite erreur du peloton qui laisse partir enfin, trop loin Roméo et Leknessoud, c'est lui qui repart avec le général, parce qu'il a été vraiment convaincant et très très fort. Donc voilà ma réponse à ta question. Ah, très bien, on suivra évidemment l'évolution de ce début de saison, mais donc ça veut dire que ça sent bon pour pas mal de coureurs, notamment français, qui font des très bons débuts de saison. Paul Sexas, Paul Magnier et tous les autres. Ça veut dire ils feront des très bonnes saisons. Bien entendu, on attend prochainement la reprise au mois de mars pour ceux qui reprennent le plus tard. Évidemment, les Pogacar, les Primoz Roglic, à voir l'évolution après sa chute d'un certain Jonas Vingegaard au niveau des programmes. Alors justement, pour terminer cette émission, on va parler un petit peu de ce qui vous attend et au niveau de la course et au niveau de Radio Fringale, parce qu'on a beaucoup de choses pour vous. Alors cette semaine, beaucoup moins chargée. Premièrement, ici, on peut le dire, il y a la reprise des classiques le week-end prochain, donc ce qu'on appelle le week-end d'ouverture, et vous aurez ce jeudi une émission avec deux previews, avec parcours, start list, favoris et prédictions de la part de Radio Fringale. Voilà, tout à fait. On va attendre d'avoir un peu la liste des participants. Mathieu Van Der Poel a dit que pourquoi pas, s'il se sentait déjà fort, il pourrait participer. On attend de voir si Wout van Aert est rétabli, mais je pense qu'on va avoir un beau week-end d'ouverture. Donc on va attendre d'avoir les infos et de vous faire une petite émission pour vous présenter ça. Mathieu, au niveau des courses, notamment, je vais te lancer parce que tu as commencé à couvrir un petit peu ça. Il y a quand même quelques courses au niveau continental, au niveau de catégorie 3, pas catégorie 3 dans les points, mais catégorie 3, troisième niveau, on va dire, après le World Tour et les Pro Series qui se déroulent, notamment un certain Tour du Rwanda qui a commencé aujourd'hui et qui termine dimanche prochain, donc une course par étape de 8 jours autour de ce pays d'Afrique, et donc quelques coureurs intéressants à suivre sur ce Tour du Rwanda. Mathieu, est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Ouais, Tour du Rwanda où le parcours est plutôt traditionnel, voire même un petit peu moins difficile que les années précédentes. Il n'y a aucune équipe Conti Pro qui s'est présentée cette année, donc pas de Total Energy par exemple, alors que pourtant en théorie c'est des points faciles, donc c'est dommage. En fait, le point d'intérêt, c'est surtout les équipes développement qui s'y présentent, où là, par contre, on a du très beau monde. Chez la NSN, d'ailleurs, ils ont remporté la première étape. Il y a surtout Pao Marty qui va être à suivre, qu'on a vu hein, sur la classique en Algarve, c'est vraiment un gros puncher. Et puis dans l'ensemble, l'équipe NSN, elle est vraiment très très solide hein, avec Zach Mariach qui est un espèce de rouleur puncher, sprinter, qui a une énorme pointe de vitesse. Il y a aussi le petit frère de Joshua Tarling, Yafin Tarling. Du côté de la Soudal, il y a surtout deux coureurs, je trouve, qui sont vraiment à suivre. C'est Erazem Valjavec, le petit, enfin le fils de Tadej. Et puis il y a un autre Mexicain, parce que voilà, le Mexique a une bonne génération, c'est Saïd Cisneros, qui est un grimpeur hybride un peu explosif à la Del Toro. Après moi, il y a quelques petits noms. Il y a aussi la Lotto qui a une grosse équipe développement. Surtout un nom qu'il faut absolument suivre, c'est Edouard Kless, qui était un des gros prodiges
chez les juniors l'année dernière, qui est un puncher hyper endurant. Il a une caisse assez impressionnante. Il y a aussi évidemment il y a Ruben Thompson qui fait un petit tour avec la Devo. On a Duarte Marivote aussi, pareil, un espèce de grimpeur puncher. C'est souvent un peu la redondante. Et puis un dernier petit nom que moi j'avais voulu suivre, mais qui avait eu des petites galères pendant le Tour de l'Avenir, c'est Philippe Novak. C'est un super puncher grimpeur, mais qui a à la Movistar, mais qui a souvent des soucis de santé. Et puis voilà, sinon, le principal épouvantail de cette course, c'est l'équipe d'Érythrée où là, bah, on a des noms qu'on connaît très très bien. Enoch Mouloubran, Meraoui Kudus, Naom Zeraï pour ne citer que. Et puis Mhm. sinon, un petit point sympa, parce qu'on est dans le côté famille. Il y a le petit frère de Binyam Girmay, Mewael Girmay, qui a fait un très très bon résultat aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a fini troisième de l'étape au sprint. Donc voilà. Eh ben, on suivra évidemment tout ça. Vous connaissez Radio Fringale, on donne une importance évidemment aux plus grandes courses et aux plus grands coureurs, mais on essaie toujours de parler des coureurs de développement et des plus petites courses. Et d'ailleurs, Titien, ça me permet de te lancer sur l'une des dernières courses qu'il y aura cette semaine, parce que c'est aussi une course où il y a pas mal de jeunes, et notamment un où on aimerait t'entendre, c'est évidemment le Tour de Sardaigne, donc l'île de Sardaigne. Donc ils font vraiment, vous regardez la carte de la course, ils font vraiment tout le tour, avec donc 5 étapes, la plupart pour puncher, grimpeur. Enfin voilà, ça reste pas des cols incroyables, mais quand même, il y a un peu de dénivelé sur ces 5 étapes. Et il y a beaucoup d'équipes de développement, donc des équipes de jeunes qui vont envoyer, et notamment un certain champion du monde junior, un certain Lorenzo Finn, qui fait sa rentrée sur ce Tour de Sardaigne. Est-ce que tu auras un œil très rapide dessus? Ouais, très rapide. Alors, on n'a pas du tout la start list, donc je vois qu'Astana envoie une équipe, vu leur niveau depuis le début de la saison. Je doute pas que voilà, l'équipe sera importante. Après, Lorenzo Finn, honnêtement, tout va dépendre de sa forme, mais vu ce qu'il a montré sur les premières courses, il est pas non plus c'est pas le Lorenzo Finn champion du monde de Mhm. espoir, donc ça va être sympa à voir. En tout cas, ces courses, elles sont toujours chouettes parce que déjà le parcours est plutôt sympa. Ça donne une course ouverte, hein. La quatrième étape notamment est vraiment sympa. C'est une succession de montées et de descentes avec des pourcentages pas effrayants, mais voilà, ça devrait être sympa et on devrait aller voir des sprints. Moi, celui que j'attends aussi, il devrait y avoir 2 sprints et on l'annonce quand même qu'un des gros espoirs du sprint mondial, Alessio Magagnotti de l'équipe Red Bull Bora, donc un des rookies de l'équipe Red Bull, qui apparemment tapait largement Jordi Meus et Van Poppel sur les stages de pré-saison. À Donc l'entraînement, on voilà. a, on a déjà entendu ce son-là quand Tim Merlier, il y a 2 ans, disait que Paul Magnier, qui avait à peine 19 ans, le tapait à l'entraînement. Donc quand il y a un top sprinter enfin bon, mais Jordi Meus, c'est quand même un beau sprinter, hein, qui commence à te dire ça. Magagnotti, il a 19 ans, voilà, faudra faire attention à lui. On l'avait déjà vu en début de saison, il n'avait pas gagné, mais était là, donc je vais surveiller aussi. En tout cas, c'est des courses sympas où on va pouvoir voir un peu des petites pépites qui vont briller à l'avenir. Donc c'est sympa aussi, ça change un peu, voilà. Et puis ça va faire du bien un peu de se reposer avec une course qui change comme ça. C'était trop bien cette semaine. C'est vrai que ça va faire un peu du bien voilà, de se poser un petit peu, parce que là, le cyclisme, voilà, il nous a bien pris cette semaine, mais des fois, c'est chouette aussi de prendre un petit peu de recul et de voir autre chose. Oui, Matt, alors te demande pas la preview, on parlera, évidemment, on aura un œil sur le Tour de Sardaigne et on en reparlera dans le débrief de la semaine prochaine, qui sera évidemment basé sur les classiques, mais enfin on dira un mot également sur le résultat des jeunes, et notamment de pas mal de ces équipes jeunes qui sont alignées sur ce Tour de Sardaigne. Oui, bah il y a du monde un peu de partout, hein, même là. En fait, le duel à voir, parce que Lorenzo Finn, effectivement, le nom fait beaucoup parler, ça va être une attraction, mais en général, il monte en puissance plus qu'autre chose, Lorenzo Finn. Mhm. Sachant qu'en fait, son gros objectif de la saison, c'est de faire la triple couronne, donc gagner Liège-Bastogne-Liège, le Giro Next Gen et le Tour de l'Avenir. Donc c'est ça ses gros objectifs de la saison. Effectivement, Alessio Magnanotti, c'est un prodige absolu du sprint, hein, clairement, comme l'a dit Titien. C'est marrant parce qu'on en parlait en off, Nico, mais chez les juniors, il ravageait un peu tout. Et ouais, c'est sympa d'avoir des courses comme ça où pour ceux qui suivent les espoirs et les juniors, bah, ils peuvent découvrir des noms, se faire leur avis dessus. C'est aussi l'opportunité
pour des pro tours d'aller scorer et de faire des bons points UCI dessus. Je pense aux équipes espagnoles et italiennes, hein, la Bardiani, la Burgos, la Kern Pharma, la Polti Visit Malta, toutes ces équipes-là. Et puis voilà. Moi, s'il y a un nom vraiment, en plus il est déjà annoncé sur la statistique, que je vous conseille de suivre, c'est Andrea Aracani, parce que c'était le meilleur jeune du Down Under et que c'est au vu du parcours qui est vraiment fait pour puncher grimpeur et au vu de sa pointe de vitesse, c'est peut-être lui l'un des gros favoris du Tour de Sardaigne. Pour terminer l'émission, je vous rappelle votre calendrier de course de cette semaine, de cette dernière semaine de février, avant de commencer le premier mois décisif avec les plus grandes courses, le mois de mars, hein, évidemment, les Strade Bianche, Milan-San Remo, les classiques flandriennes, Paris-Nice, Tirreno, voilà, le Tour de Catalogne en fin de mois. Enfin, il y a un programme absolument incroyable. Votre programme cette semaine, donc une course World Tour. Ce samedi, Loom Loop, on en fera la preview jeudi, donc ne manquez pas, c'est la première classique du Nord à regarder cette saison, donc on se réjouit chaque fois de regarder, c'est toujours passionnant. Au niveau des Pro Series, le week-end en France, donc avec la Faune Ardèche et la Faune Drôme classique, traditionnelle de la fin février, début mars, où il y aura beaucoup de choses intéressantes à voir. On en parlera, ça fait également partie du week-end d'ouverture, donc on en dira un mot également ce jeudi. Et puis également, bien sûr, Kurn-Bruxelles-Kurn le dimanche, qui suit justement Loom Loop, avec une grande partie des mêmes coureurs qui vont évidemment doubler. Ça leur fera un week-end de course avec beaucoup de points et beaucoup à récupérer, des belles victoires à les récupérer. Et au niveau de l'Europe Tour, on l'a dit cette semaine, vous pouvez suivre le Tour de Sardaigne et en Afrique, le Tour du Rwanda. Voilà pour votre programme. Au niveau du programme Radio Fringale, pour terminer, vous aurez mardi une interview exceptionnelle de Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie, qui a discuté avec nous pendant plus d'une heure et qui explique justement ce que c'est la vie d'organisateur au niveau d'une course World Tour, comment ça se passe, quels sont les défis à relever, et puis surtout, ici on peut le dire, il nous parle également dans cette interview, on vous le dit un peu en spoiler, mais il nous parle justement de comment est-ce que s'est passée la négociation et on va dire les discussions avec le camp de Tadej Pogačar pour le faire venir sur cette course, une interview passionnante. Eh ben écoute, on a hâte de tous écouter ça mardi soir. Ouais, c'est génial parce que ça permet un peu de rentrer dans la peau des différents acteurs de cyclisme mondial, de l'économie et du fonctionnement du cyclisme. Donc voilà, soyez bien connectés mardi soir, ça va être une interview hyper passionnante comme l'a été celle de Laurent Dufaux, ancien coureur cycliste, qui est sorti il y a un peu moins de 2 semaines sur la chaîne. Et puis, donc jeudi, vous aurez votre preview du week-end d'ouverture avec donc les 2 courses françaises et les 2 courses belges, bien entendu. Et puis, alors, absolument immanquable, le débrief, donc 1er mars, donc dimanche prochain, le débrief de ce magnifique week-end d'ouverture qu'on attend avec impatience. Et puis, Mathieu, Titien, pour terminer, évidemment, dès début du mois de mars, les previews vont s'enchaîner, puisqu'il y aura la preview des Strade Bianche et la preview de Paris-Nice et de Tirreno qui arrivent dès la première semaine et la deuxième semaine de mars. Tout à fait. Ouais. Il va falloir bien prendre la semaine pour se reposer, car le programme Radio Fringale va nécessiter d'ouvrir les paquets de gâteaux pour bien suivre. Exactement, donc n'oubliez pas de vous alimenter, la fringalguette. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce débrief de la 3e semaine de février 2026 avec beaucoup de belles courses. Vous avez vu, on a fait en plus, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à avoir suivi les lives pour notamment le chrono du Tour d'Algarve, la montée finale et la victoire de Paul Sexas, bien entendu. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à participer au Discord pour les abonnés. On rappelle une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre de l'association Radio Fringale. Le lien est en description. On expliquait en début d'émission comment ça se passait. Merci Titien, merci Mathieu. Et, merci à toi. Merci à toi Nico.
Et merci d'avoir participé, d'avoir argumenté sur les différentes questions et d'avoir commenté ces courses. On se retrouve très rapidement cette semaine, vous avez les rendez-vous, et surtout dimanche prochain pour le débrief de ce week-end d'ouverture des classiques. Merci à tous et surtout, n'oubliez pas de vous alimenter car la fin gagnette. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.